Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. Nous commencerons ce journal avec la journée internationale de la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Nous vous dévoilerons les coulisses de l'émission Jungle Fight qui était installée pour l'occasion à la galerie Saint-Marthe. Nous parlerons des enfants de Francky qui préparent leur spectacle Mission Rêve. Et nous terminerons comme chaque lundi avec votre rendez-vous sport en fin de journal. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, une association a vu le jour en Principauté afin de venir en aide aux victimes de violences domestiques. Un reportage d'Élodie Messager. Augmenter la prise de conscience, sensibiliser la population monégasque sur les droits des femmes et les violences dont elles peuvent être victimes ou encore présenter les dispositifs en place en Principauté pour leur venir en aide. Tels sont les objectifs du nouveau site internet de l'association Gender Hopes, un portail en français et en anglais mis en ligne à l'occasion de la Journée internationale des violences à l'égard des femmes ce lundi 25 novembre. On travaille en collaboration avec Femmes Leaders Mondial Monaco. Et au sein de Femmes Leaders, nous avons créé une commission qui s'appelle Femmes et Violences. Et donc ça fait environ 1 an que nous travaillons sur ce sujet. Nous avons rencontré tous les différents acteurs. À travers nos recherches, nous nous sommes aperçus qu'il y avait justement beaucoup de ressources à disposition des personnes confrontées aux violences conjugales, que ce soit au sein de la sûreté publique ou de la DAS. Il y a 4 assistantes sociales, il y a aussi une médiatrice familiale. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment d'informations sur ce sujet, que malheureusement c'était difficile de savoir comment, pour les personnes, vers quelle entité se tourner afin de rechercher de l'aide. Donc c'est pour ça que nous avons créé ce site. Beaucoup de personnes aujourd'hui pour toutes les questions se tournent vers Internet. C'est un peu la première source d'information. Et donc à travers ce site, notre objectif est surtout de montrer que même en Principauté, on peut parler de ça. Et surtout qu'en Principauté, il y a des entités qui sont là pour aider les personnes qui sont confrontées à ce genre de violence. Dans les mois à venir, une brochure informative devrait être mise à disposition dans les écoles, au CHPG, les bureaux des services sociaux et de la sûreté publique, afin d'encourager les femmes victimes de mauvais traitements à ne surtout pas garder le silence. Car sur les 220 000 femmes par an victimes de violences conjugales, moins d'1 sur 3 franchissent la porte d'un service de police. Depuis septembre 2012, en Principauté, 13 affaires de violence à l'égard des femmes ont abouti à des poursuites pénales. Et pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites internet qui s'affichent en bas de votre écran. Et toujours à ce sujet, je vous propose à présent d'écouter Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, qui revient sur les recours mis en place en Principauté au micro d'Émilie Rousseau. Au niveau social, nous avons un service d'action sociale qui est à l'écoute des personnes victimes de violences domestiques, de violences particulières. Nous avons des éducateurs spécialisés quand des enfants sont en cause. Nous avons très concrètement des appartements d'urgence à fournir pour des femmes battues qui ont besoin immédiatement de trouver une solution et de se mettre à l'abri des coups, et souvent avec leurs enfants. Nous avons aussi désormais 3 appartements dans le nouveau foyer de l'enfance Princesse Charlène pour les mères concernées ou les femmes tout simplement concernées. Quelles sont les démarches justement qu'une femme victime de violence peut entreprendre ici en Principauté? Eh bien, je crois que c'est très important de dire aux personnes concernées que la pire des solutions, c'est de ne rien faire et de se taire. Il y a toujours une solution et il n'y a rien de pire que de subir sans dénoncer. Bien sûr pour elles-mêmes et puis souvent pour leurs enfants, car il y a souvent évidemment des enfants concernés aussi. Donc on peut appeler le service d'action sociale par exemple de l'action sanitaire et sociale, mais on peut aussi se mettre en contact avec la sûreté publique. Donc ça c'est à chacun de faire un choix, mais c'est très important de réagir. On a également la médiation familiale qui est rattachée à mon département, qui peut permettre, quand c'est encore possible, de faire comprendre à l'auteur dans le couple de violence que c'est absolument inacceptable et que ce n'est pas la solution. Donc on peut aussi s'adresser à la médiation familiale si on peut tenter de sauver son couple. Et puis vraiment, en dernier ressort, quand des enfants sont menacés, et nous avons le foyer de l'enfance Princesse Charlène qui peut accueillir pendant un certain temps, sur décision d'un juge, des enfants qui n'ont plus le cadre familial et qui sont ou victimes eux-mêmes de violences ou témoins de violences inadmissibles pour leur éducation et leur psychologie. À Monaco, les violences faites aux femmes sont passibles de lourdes sanctions. Paul Masseron nous explique de quelle manière le département de l'Intérieur prend en charge les victimes.
Du 20 juillet 2011 est une loi importante. Elle porte sur la prévention et la répression des violences particulières. Cette loi apporte donc une protection toute spéciale, je dirais, aux personnes victimes de violences domestiques et singulièrement de violences conjugales. Donc protection, mais également répression avec augmentation, je dirais, des incriminations, augmentation des peines. Et puis cette loi permet aux associations, le cas échéant, de se porter partie civile dans une affaire concernant des violences domestiques. Les femmes ont parfois beaucoup de mal, je dirais, à venir parler, à oser franchir le pas et à franchir la porte d'un service de police. Je dois dire que nos services sont particulièrement formés à cette écoute et à cette information. Je crois que c'est important, et cette loi du 20 juillet 2011 est, je dirais, une avancée tout à fait importante pour le droit des femmes en Principauté de Monaco. Et dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, vous pourrez découvrir à la fin du magazine Sport un court-métrage. Il s'intitule Fred et Marie et il a été produit par la direction de l'égalité des chances, Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'occasion du 50e anniversaire de l'assassinat de John Kennedy, vous le voyez sur ces images, une messe était célébrée ce vendredi à la chapelle de la Miséricorde. Le 35e président des États-Unis a été assassiné le 22 novembre 1963 à l'âge de 46 ans. Lors de cet hommage, le ministre d'État et plusieurs personnalités de la principauté étaient présents. Ils s'étaient réunis pour le 6e gala de la section locale de l'IPA ce samedi à l'Hôtel de Paris. Sûreté publique, police municipale, carabiniers, fonctionnaires de la maison d'arrêt, près de 350 personnes étaient conviées. De nombreux confrères européens et même canadiens se sont joints à l'événement. Cette soirée avait pour vocation de rapprocher les professionnels qui œuvrent dans le domaine du maintien de l'ordre. Des échanges qui se perpétuent aujourd'hui dans près de 65 pays. Découvrez à présent les coulisses de l'émission Jungle Fight sur Radio Monaco, une émission dédiée depuis plusieurs années à la lutte contre le sida. À l'origine de ce projet, la présidente de Fight AIDS, la princesse Stéphanie. Un reportage de Christine Datomel. Voilà, nous sommes en direct pour un Jungle Fight exceptionnel avec toute l'équipe de Fight AIDS et la princesse Stéphanie. Ouais! L'émission Jungle Fight de Radio Monaco a une fois encore fait le point sur la recherche, les actions de prévention et de lutte contre le sida. Animée par Mahler et la princesse Stéphanie, de nombreux jeunes ont répondu présents vendredi dernier pour parler de cette maladie sans tabou ni langue de bois. Alors j'aimerais savoir si en cas de contamination, au bout de combien de temps notre virus peut se transmettre aux autres ? Voilà, à condition de suite. De suite. Faire une expérience à la radio, c'est vraiment gratifiant aussi pour nous, et pouvoir parler du sujet sur le sida par des jeunes, je trouve que c'est plutôt c'est une bonne opportunité pour nous de nous exprimer à travers la radio de Monaco. Alors justement, est-ce que c'est plus facile de s'exprimer à la radio, il y a quand même beaucoup de monde qui vous entend, que dans le privé ? Je pense que oui, parce qu'à la radio, on est face à un micro, on parle à des auditeurs, forcément peut-être qu'ils n'oseront pas venir nous voir et pour parler face à nous. Donc je pense que c'est plutôt utile pour les gens qui n'oseront pas en parler. Ils peuvent écouter la radio et justement être informés de tout ce qui se passe autour du sida. Donc c'est plutôt bien. C'est la galerie Saint-Marthe qui a servi de cocon cette fois pour l'émission. Accueillir le plateau de Jungle Fight, un privilège et un devoir pour l'âme de ces lieux, Safia Al-Rachid. Pour moi, je pense quand même que c'est très important parce que c'est quand même une maladie qui est parmi nous et que quand même la nouvelle génération n'est pas vraiment au courant, je trouve. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler en fait et de garder les enfants et la nouvelle génération au courant de tout ce qui se passe en fait. Et comme là maintenant aussi les jeunes ils grandissent un peu plus vite, donc ça c'est important pour moi. Sur le plateau, des jeunes bien sûr, mais aussi le docteur Bruno Taillant, entouré la princesse Stéphanie et Mahler pour informer et préserver la jeunesse de demain. Quand on interroge les jeunes, quand on leur demande de quoi ils ont peur, ils n'ont pas peur du sida, ils ont peur de l'accident, ils ont peur de la maladie, mais le sida, ça vient qu'en 3e ou 4e position dans leurs préoccupations. Donc il y a encore beaucoup de travail pour les informer, parce qu'il faut leur dire, leur redire, c'est une infection que l'on peut faire disparaître, il suffit juste de mettre un préservatif.
La plupart du temps, c'est toujours la même chose. Ils sont informés, mais ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ils pensent que ça reste encore une maladie d'homosexuel ou de toxicomane, de tout ce que vous voulez. Et puis surtout, c'est le plus souvent à l'occasion de fêtes ou à l'occasion de soirées où il y a un mélange d'alcool, il y a un mélange d'autres addictions comme des drogues, la cocaïne ou autre. Et malheureusement, dans ces moments-là, la jugeote est amoindrie et on fait une prise de risque. Il y a 1 an et demi, en 4e année d'une école de gestion et de management à Nice, Bertrand Canonnier a choisi de faire son stage de formation d'une durée de 3 mois chez Fighteds Monaco. Du statut de stagiaire, le jeune homme est passé bénévole. Donner de son temps et s'impliquer au sein de l'association, une nécessité pour Bertrand Canonnier. Pourquoi Fighteds Monaco? Les raisons sont multiples, mais la raison principale, c'est que c'est une association qui défend une belle cause, qui est le sida, qui fait de la prévention et de la lutte sur le virus. J'entends toujours quelques blagues au sujet du virus, genre « t'as pas le sida, c'est pas grave », sur un ton qui au départ elle est là pour faire rire, mais qui, bon, moi, du fait d'être à Fighteds Monaco, ne me fait plus forcément rire, parce que j'ai pu côtoyer des gens séropositifs et porteurs du virus. Et ce sont des gens qui ont souffert et il faut cesser de faire souffrir ces personnes-là parce qu'elles ne l'ont pas demandé. Donc on en parle entre nous et j'en parle étant donné que voilà. Et je rappelle à mes collègues que quand ils sortent, il faut penser à se protéger, surtout quand on enchaîne les soirées, les conquêtes et les rencontres. Et si l'implication des bénévoles est essentielle pour Fighteds Monaco, le soutien d'autres entités est aussi primordial pour l'association. J'ai été élevé ici, j'ai grandi ici et lorsque j'ai repris les activités de Barclays en 2007, j'ai souhaité faire quelque chose pour les communautés à Monaco et j'ai trouvé que Fighteds était une association qui est vraiment donné beaucoup et j'ai décidé de les aider. Ils avaient ce projet de vente aux enchères et on a commencé à les aider une première année et puis nous en sommes aujourd'hui à la 7e. Rendez-vous le mois prochain sur les ondes de Radio Monaco pour une nouvelle émission de Jungle Fight. Et sinon, n'oubliez pas le 1er décembre prochain, la journée mondiale de lutte contre le sida. L'association Les Enfants de Francky organise son spectacle annuel ce week-end au Grimaldi Forum. Une conférence de presse était organisée afin de présenter l'événement. Fabien Bonilla vous en dit plus. Mission Rêve, voici le titre du 17e Noël de Francky. Cette association, créée en 1997, s'occupe d'enfants malades et défavorisés de toute la région. Les enfants de Francky œuvrent toute l'année pour apporter un peu de chaleur et réaliser des rêves d'enfants, comme voir les reines du Père Noël, découvrir le Brésil ou encore faire du parachute. Ce spectacle musical retracera 10 de ces rêves réalisés par l'association. 150 chanteurs et danseurs, mais également des animaux, seront sur la scène du Grimaldi Forum le 30 novembre et le 1er décembre. C'est très important. Peut-être c'est le spectacle le plus important que j'ai jamais fait. C'est un rêve à moi, quand j'étais jeune, de toujours faire un musical comme j'ai voulu faire moi, sans trop parler, que de musique et de danse pour les enfants. Et donc, pour moi, les enfants, c'est quelque chose que c'est très facile parce que je sais exactement ce qu'ils désirent. L'adulte, c'est plus complexe, mais je sais qu'est-ce qu'elle aime, l'enfant. Parmi tous les danseurs et chanteurs qui participeront à cette aventure, Mario, le finaliste de la première Star Academy. Quand on m'a appelé pour participer à cet événement, j'ai répondu bien sûr avec grand plaisir. C'est très important pour moi de pouvoir apporter un peu de bonheur, un petit peu de joie à des enfants qui en ont besoin. Et je trouve ça très important quand on voit des étoiles dans leurs yeux et avec pas grand chose finalement, ils sont très heureux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient des fois que le bonheur c'est peu de choses. Donc voilà, si on peut apporter un peu de soi, je réponds avec plaisir. L'association organise 2 séances gratuitement pour les enfants qu'elle soutient dans l'après-midi du samedi 30 novembre et 2 séances seront ouvertes au public le samedi à 18h30 et le dimanche 1er décembre à 15h.
Il s'agit d'une tradition annuelle à Monaco. La Sainte Cécile, patronne des musiciens, a été célébrée ce dimanche en principauté. Un concert était organisé à la cathédrale de Monaco au profit de la basilique Saint-Pie X de Lourdes, détruite lors des inondations de juin dernier. Cet événement a permis également de conclure l'année de la foi. Et avant de terminer, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, moins de soleil que la veille avec des températures qui iront de 10 à 13 degrés. Mercredi, un temps toujours très frais avec un ciel menaçant en fin de journée. Jeudi, amélioration du temps, peu de vent avec des températures qui oscilleront de 10 à 14 degrés. Et enfin, vendredi, un ciel assez ensoleillé malgré quelques nuages dans la matinée avec une maximale de 16 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez comme chaque lundi votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal des sports. Ensemble, nous allons revenir sur toute l'actualité sportive en principauté. L'AS Monaco tennis de table est allé s'imposer à Nîmes, 8-6. Cette victoire leur permet de conforter leur place de leader. Et l'AS Monaco tennis de table vous donne rendez-vous samedi à 17 h au gymnase de l'Annonciade pour un match décisif contre Antibes. Un match pour l'accession en National 1. L'équipe de l'ASM Basketball est largement allée s'imposer à Saint-Brieuc, 92-72. Elle est deuxième de sa poule de National 1. Victoire également du côté de l'ASM Handball contre Vitrolles, 31-27. Les Rouges et Blancs sont 5e au classement. Pas de victoire malheureusement du côté du volley. L'ASM a buté sur le leader Fréjus et perd son match 3-7-0. Elle est 3e au classement avec 18 points. Record de participants battu pour la No Finish Line qui s'est achevée dimanche en principauté. Près de 10 000 participants ont pris part à cette manifestation caritative. Une mobilisation qui a permis de récolter pas moins de 300 000 €. Une équipe de Monaco Info était sur place pour les dernières foulées sur le port Hercule. Voyez son reportage. Parmi les personnalités qui ont donné de leur temps, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a chaussé les baskets pour participer au dernier tour de circuit. C'est normal, on a ce privilège de pouvoir donner du bonheur et du plaisir aux gens et de leur rendre comme ça, de faire en sorte de les aider, c'est quelque chose de très important. La 14e édition de la No Finish Line s'est achevée par un tour d'honneur avec en tête Didier Deschamps, par ailleurs parrain de l'association Les Amis du Liban, suivi des bénévoles, des enfants et d'un grand nombre de participants. Je le fais depuis un bon moment. Quand j'étais entraîneur de Monaco en 2002, 2003, 2004, le parrain de No Finish Line. Et ça fait plus de 10 ans aussi que je parraine Les Amis du Liban, qui sont bien présents sur cette opération aussi. Donc, évidemment, c'est important que ça soit médiatisé, mais après, c'est un engagement personnel en tant qu'homme. Et puis voilà, c'est la cause qui touche les enfants. Donc je suis père de famille aussi, donc évidemment, je fais ce que je peux. Là, j'ai un peu plus de temps, bien évidemment. Quand j'étais entraîneur de club, c'est plus compliqué, donc je m'y implique un peu plus. Et puis, début d'année 2014, j'irai avec la présidente sur le terrain au Liban pour aller à l'encontre de tous ces gens-là. Et les intempéries n'ont pas eu raison de la ténacité des coureurs et des organisateurs. Malgré la pluie, le vent et le froid, la 14e édition a une nouvelle fois remporté un grand succès. Près de 10 000 personnes ont participé à cette course caritative au profit de l'association Children et Future, contre un peu plus de 8 000 l'an dernier. En 8 jours de course, ils ont parcouru plus de 265 000 km. Au total, ce sont presque 300 000 € qui ont été récoltés par ces sportifs au grand cœur. Une somme importante qui aurait pu être encore plus élevée si les intempéries n'avaient pas entraîné la fermeture du parcours pendant 9 heures. Le principe de la No Finish Line, dont le départ avait été donné le 16 novembre, est simple. Il s'agit de courir ou de marcher sur un circuit balisé le long du port Hercule, autant de kilomètres souhaités. Pour chaque kilomètre, 1 € est reversé pour l'enfance en souffrance et 2 € pour la seule journée du 19 novembre, jour de la fête nationale, où les fortes pluies ont découragé pas mal de coureurs.
C'est une belle aventure humaine, sociale, où les gens se retrouvent. On a l'habitude de se retrouver maintenant tous les ans. On a complètement été dépassé par le concept. Au départ, c'était course humanitaire, mais on ne pensait pas du tout que la majorité des gens allaient venir marcher et surtout parler entre eux. Vous voyez, c'est une chaîne ininterrompue de personnes qui sont en train d'évoquer leurs souvenirs, de se retrouver, de se connaître, de parler de tout et de rien. Et chaque semaine, en novembre maintenant, autour du 20 novembre, c'est un rendez-vous presque incontournable pour tous les gens qui sont salariés à Monaco ou qui habitent à Monaco. Effectivement, on va avoir plus de 10 000 personnes aujourd'hui, 10 000 personnes qui vont sur 80 000 habitants et travailleurs de Monaco, qui vont se retrouver chaque année sur le quai et l'esplanade du port. La Coupe du Prince a été remise à DJ Cecegolo pour ses 910 km parcourus. Mimi Chevillon est la première femme avec 720 km. Et tous se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine. Vous l'avez vu dans ce reportage, le sélectionneur des Bleus a donné de son temps et en marge de cette manifestation, Didier Deschamps est revenu sur la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Dominique Poulain. Je leur répète aux joueurs, ils ont ce privilège-là de pouvoir donner du plaisir aux gens et voilà, ceux qui étaient évidemment présents au stade, devant la télé, d'avoir vibré, d'avoir eu des émotions, d'avoir oublié un peu un court instant les soucis du quotidien, voilà, d'être tous unis, solidaires et fiers de cette équipe et fiers de la France. Vous avez été quand même l'un des rares à y croire et finalement on s'aperçoit que vous aviez raison, vous étiez dans le juste. Bon, l'un des rares, peu importe. Après, l'essentiel c'est que les joueurs y croient et que moi je fasse en sorte qu'ils y croient aussi. Après, ce sont eux les acteurs sur le terrain, évidemment. Après, autour, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais les gens ont envie. Ceux qui sont venus au stade, et dès le départ, ils avaient envie d'encourager cette équipe, d'être à fond derrière nous. Donc voilà, après, il y en a qui n'aiment pas le foot, qui n'aiment pas le sport, qui détestent le football. On ne pourra rien y changer, mais oui, y croire jusqu'au bout. C'est comme ça, hein. Tout est possible jusqu'à que l'arbitre n'ait pas sifflé le coup de sifflet final. Aller au bout pour ne pas avoir de regrets. Vous êtes sensible aux critiques qui a pu tourner avant ce match, etc., ce qui s'est dit, au sondage aussi? Non, sincèrement, je prends ça avec beaucoup de recul, même si je n'ai pas 20 ans d'expérience. J'ai connu des moments difficiles dans ma carrière d'entraîneur aussi, donc je m'isole de ça. Après, ça fait partie du jeu. La seule chose que je regrette est que les gens qui sont dans les médias ne se rendent pas compte de l'agressivité qu'il peut avoir, pas tellement même sur nous, bon, moi ou les joueurs, mais on est prêt à ça, quoi. Mais il ne faut pas oublier que voilà, on a de la famille, des amis, et eux ils prennent ça en pleine face. Donc ça vient certainement, je ne veux pas faire le procès de la presse, mais de la multiplication des médias, mais il y a une agressivité qui est vraiment excessive. Autant c'est magnifique qu'on gagne, mais il faut rester quand même mesuré en toutes circonstances, parce qu'après, c'est pas facile, quoique c'est facile de retourner sa veste aussi, mais bon. C'est vrai. Vous pensez que ça peut améliorer les relations, on va dire, entre guillemets, entre justement l'équipe de France et les supporters? Mais ça, après, c'est pareil, c'est des sondages, ils sont là, ils sont bons, ils sont pas bons, les questions posées. Il y a 65 millions de Français, évidemment qu'il y en a une grande partie qui n'aime pas le sport et qui déteste le football et peut-être les footballeurs. Mais quand je vois les 80 000 qui sont venus au Stade de France, il y a 13 millions devant la télé, il y a une grande partie des Français qui aiment l'équipe de France, qui ont envie de l'encourager, qui ont envie de l'avoir gagné. On ne fera pas l'unanimité. Après, vous savez, tout ce qui est sondage et tout ça... Ça, en ce moment, enfin, je sais pas, jusqu'à maintenant, je croyais que les sondages c'était fait pour la politique, mais bon, maintenant, le sport aussi, tout s'en mêle. Donc, l'essentiel, c'est le vrai visage des gens qu'on peut rencontrer. Moi, comme les joueurs, quoi. Moi, je suis dans la vie normale de tous les jours. Les gens, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont à fond derrière nous. Alors, ils doivent exister. Certainement, ces gens qui n'aiment pas, qui détestent. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas où ils vivent, mais ils doivent être par là sans doute. Mais ce n'est pas le plus important. Je préfère de toute façon
regarder et donner des sentiments à ceux qui voilà, ils sont derrière nous. Et puis après, ça fait boule de neige aussi un petit peu. Partons à présent à la découverte d'une discipline qui arrive petit à petit en France. Le padel, ce mélange de squash et de tennis, débarque à Beausoleil au complexe du Devins où 2 terrains ont été aménagés. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est un sport encore méconnu en France et en principauté, mais qui compte déjà plus de 5 millions d'adeptes en Espagne. Le padel, mélange de squash et de tennis, arrive au complexe du Devins à Beausoleil avec le Royal Riviera Padel Club. À la base de ce projet, imaginé il y a 2 ans, 2 hommes, Christian Collange et Andrew Knox. Installé depuis 4 ans en principauté, Andrew, fan de padel, cherchait un endroit pour créer un club. Il a jeté son dévolu sur le Devins où 2 cours ont été aménagés. C'est un sport qui a été créé, on dit, en Mexique, mais qui s'est vraiment lancé en Argentine et en Espagne. Et surtout en Espagne, maintenant, ils ont même des tournois professionnels. Moi, je pense que c'est 75% du tennis et 25% squash. Le sport, il y a moins de force et plus de finesse. Donc c'est un jeu de patience et de finesse et subtilité. C'est un cours plus petit qu'un cours de tennis. Et un jeu un peu comme le tennis, mais en même temps, on peut utiliser les murs et ça donne une opportunité de laisser rebondir le ballon qui revient vers vous au lieu d'être obligé d'aller le chercher partout. Le système de points est le même qu'au tennis, 15-0, 15-A, 30-15 avec des sets de 6 jeux. Seule différence, le service doit être effectué à la cuillère après avoir laissé rebondir la balle. Le padel se joue en double avec des raquettes pleines et plus petites, une prédominance du jeu à la volée et la possibilité de jouer avec les murs. On reste dans l'esprit du club qui est quand même basé sur la convivialité, le ludique, le loisir, même si on a un côté très compète avec l'académie, mais on veut quand même privilégier surtout ce côté convivialité et le paddle s'y prête à 100%, quoi. C'est un sport qui est en devenir, on l'annonce comme le sport du 3e millénaire, donc déjà en Espagne il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de joueurs, il n'y a aucune raison qu'on ne s'y habitue pas ici, quoi. Alors déjà quelques joueurs ont essayé déjà depuis 3-4 jours, et ce qui en ressort c'est fantastique, c'est convivial, c'est familial, et on veut s'y mettre, donc déjà c'est de bon augure, quoi. L'inauguration du club devrait avoir lieu durant la première quinzaine de décembre en présence du prince Albert II et de nombreux sportifs. En attendant, vous pouvez essayer le paddle gratuitement à l'occasion de journées portes ouvertes. Avant de refermer ce journal, petit clin d'œil à l'équipe de Monaco de Sport Boule qui a participé au championnat du monde en Argentine. Pas de médaille pour les Monégasques, mais des places honorables. Fabien Perret a terminé 7e en simple, Éric Loto 11e en combiné. Et la paire Perret-Bruno s'est classée 8e en double. Au classement des nations, Monaco se classe 12e sur 31 nations présentes en Argentine. Voilà, ce journal des sports est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de résultats sportifs sur Monaco Info.